Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% gardien. Après le Chaudron et les Verts, nous partons du côté de la place Royale et de la Beaujoire pour notre 3e épisode du Club par Club, notre série de l'été consacrée aux gardiens des clubs de Ligue 1 pour préparer sereinement la saison 2020-21. Et pour m'accompagner, malgré son sang jaune et vert, il va tenter de garder son objectivité, notre Nantais Thomas Bernard. Salut Thomas. Salut Nico, salut tout le monde. Et pour parler des Canaries, nous accueillons un suiveur très assidu du club, Elliot Bureau, l'un des rédacteurs de la Maison Jaune, site de référence du FC Nantes. Salut Elliot. Salut à tous. Alors Elliot, est-ce que tu peux nous expliquer, juste avant de commencer, qu'est-ce que c'est la Maison Jaune ? Eh bien, la Maison Jaune, c'est un nouveau site internet donc créé l'année dernière autour de l'actualité du FC Nantes. Donc, je suis co-créateur et rédacteur en chef de ce projet. Et donc, on est à peu près une trentaine de bénévoles à travailler sur la Maison Jaune pour informer les supporters nantais de l'actualité du FC Nantes. Voilà. Pour m'y être promené un petit peu, bravo pour l'infographie, c'est très beau. Je transmettrai les félicitations à Edouard, notre graphiste. Voilà. Voilà, c'est très beau. Alors avant de nous projeter dans la saison 2020-21, nous allons analyser ce qui s'est passé dans la saison qui s'est arrêtée en mars. Et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un coup d'œil au poteau. Le poteau qui sauve Sylvain. Et le coup d'œil au poteau, ça nous permet de savoir où étaient placés les jaunes et verts à la fin de la saison. Et c'est à la 13e place de Ligue 1. Donc les Nantais ont fini 13e avec 37 points lors de cette saison 2019-2020. 37 points et donc à 4 points de la 5e place rémoise. Donc c'était la particularité de cette saison, c'était très resserré. Et dans les coupes, il y a eu une élimination précoce en 8e de finale de Coupe de la Ligue face à Strasbourg et un 16e de finale de Coupe de France perdu face à l'OL. Donc un petit parcours en coupe, une 13e place bien que le championnat a été très resserré. Est-ce que c'est de la déception qui domine chez les supporters nantais, Elliot ? En fait, c'est une saison, on va dire, dans la continuité un peu de ce qu'on a à Nantes depuis la remontée. Mais on peut être déçu parce qu'on a eu un début de saison, on va dire correct, où on squattait un peu le top 5, top 6 du championnat. Après, la fin de saison a été assez catastrophique et je pense que si le championnat avait continué, on aurait fini peut-être un peu plus bas. Moi, je trouve que c'est une saison décevante parce que je pense que l'effectif nantais avait plus de qualité, enfin avait les qualités pour finir au moins dans le top 10. Mais certes, enfin le top 10 aurait été révélateur, je pense, du niveau de l'équipe. Donc oui, je pense qu'on peut dire que c'est une saison très mitigée, surtout au vu des parcours en coupe qui s'additionnent à tout ça. En effet, c'est on avait à peu près la même analyse. Si nous revenons sur la saison des gardiens de Ligue 1, c'est Alban Lafont, le encore jeune Français, qui a joué la plupart des matchs. Donc on a à peu près 27 matchs joués par Lafont et un match joué par Petric. Ensuite, on a une défense qui a fini 7e donc en Ligue 1. Donc, contrairement à la place de 13e, c'est plutôt une bonne performance. 31 buts encaissés, 10 clean sheets. Donc, c'est ce qui confirme un peu la forme de cette défense. Donc, c'est à deux unités des recordman que sont Reims et Lille. 31% d'arrêt pour Lafont et une 16e place au classement l'équipe, le classement des notes, et on va y revenir parce qu'il y a une certaine irrégularité dans les performances. Une 16e place malgré un 9 face à Lyon. On se souvient du match très bon d'Alban Lafont. Thomas, toi qui as évidemment bien suivi Lafont, d'autant plus supporter nantais, à l'image de ses stats, est-ce qu'on peut dire que Alban Lafont a connu une saison en dents de scie ? Oui, on peut dire ça. Je ne sais pas si tu te rappelles, Nico, quand on avait fait le débrief de mi-saison, j'avais déjà pointé cette irrégularité chez lui. Et en fait, sur la deuxième partie de saison, c'est pas trop changé. Moi, pour tout te dire, j'étais assez déçu des performances de Lafont. Peut-être que j'en attendais trop. Je vais expliquer plus tard et revenir en détail sur l'aspect technique un peu plus tard. Mais
J'avais cru au début de saison, avec l'enchaînement après des matchs de Rennes et Lyon, que c'était un déclic, qui avait lancé sa saison après un début très compliqué, notamment face à Lille et à Amiens, où il a les fautifs sur 2 des 4 buts encaissés en général par Nantes. Même j'avais pas aimé son attitude en général lors de ces matchs-là, qui était un peu passif, on va dire. Après, il a su montrer ses qualités sur certains matchs, mais bon, c'était dans des matchs où il était souvent sollicité. Donc peut-être que c'est une explication, c'est qu'il aime bien être, on dira, vraiment mis en danger pour se mettre en valeur. Peut-être que quand il faut faire un arrêt ou 2 interventions, c'est plus compliqué de rester concentré, mais ça, on reviendra en détail là-dessus. Mais moi, j'ai eu du mal à le trouver constant tout au long de la saison, et même au sein d'un même match où il pouvait faire 2 bonnes interventions, puis gâcher son match en prenant une mauvaise décision. Donc globalement, moi, j'ai été très déçu. Si on revient, justement, t'évoques notamment ces matchs, on peut les nommer. Moi aussi, j'ai regardé quelques matchs, et Elliot, tu vas pouvoir compléter. Donc, on a un mauvais match à Lille, ou en tout cas, le premier était pas bon. Il y a le match d'Amiens, il y a la grosse boulette contre Brest. Enfin, en tout cas, elle est assez, elle est assez énorme. En plus, alors qu'il était peu sollicité dans le match. Je crois qu'il y avait un match à Bordeaux. Il a été moyen. Contre Bordeaux, il s'est battu par Wang Weizhou. Il laisse complètement son poteau ouvert, en fait. Et on prend le deuxième but, il me semble. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, mais on perd ce match et il nous coûte un but, on va dire, à Bordeaux. Ouais. Alors, sur ce but-là, pour revenir vite fait, Nico, il n'y a pas qu'une faute de placement. Tu as aussi un problème d'appui. Parce qu'en fait, quand tu décortiques l'action, il est en phase ascendante et le ballon donc, qui redescend. Et donc, au moment que le ballon part, c'est très difficile après de repartir en plongée basse. Donc, il a un temps de retard et du coup, il reste figé sur ses appuis. Voilà, et je voulais justement, pourquoi on pointait un peu tous les matchs moyens de Lafont, c'est que on a des erreurs qui se ressemblent. On a d'abord donc l'erreur de phase ascendante des appuis. Si on re-regarde Brest, il y a le problème de placement, mais également quand il prend le but, il est en phase ascendante. Donc évidemment, il s'attend aussi à un centre, donc forcément, t'es un peu plus haut sur tes appuis, mais là encore plus, il n'est pas dans le rythme de l'action. Ensuite, on avait pointé également un problème de gestion de son angle. Donc c'est ce qu'on a vu. Voilà, c'est encore une fois, mais on l'a vu, les 2 buts d'Osimhen contre, en tout cas par Lille. La première journée. Première journée était dans cette veine-là. Et est-ce que tu peux juste nous rappeler les deux situations à Amiens? C'est la première à Amiens. C'est juste un but à Amiens. Oui, c'est en fait. Donc c'est un centre. Alors je sais plus qui fait le centre d'Amiens. Désolé pour les supporters amiénois, mais c'est un centre un peu fort, angle fermé, et il prend le ballon entre les jambes. Et le ballon il rentre, et en fait le problème sur cette action, c'est qu'il a déjà il est sur les talons, il a déjà le corps en arrière, et il subit totalement l'action. Et d'ailleurs il se fait sermonner par Palois quand il encaisse le but. Non, mais là sur cette action, c'est sur ces situations-là, il a du mal à la gérer parce qu'il spécule vachement. Il est vachement dans l'anticipation. C'est même plus de l'anticipation, donc c'est pour ça que je dis qu'il spécule, parce que franchement des fois c'est des paris très osés. Il est totalement en décalage vis-à-vis du timing de l'action, en fait. Et là, c'est donc t'as problème d'appui, problème de placement, mais en général, c'est un problème de prise de décision. Et ça, je reviens un peu plus en détail tout à l'heure. On est d'accord, et c'est vrai que pour compléter, parce qu'il y a également pas des supporters nantais qui suivent m'en opposer, faut regarder le but de Cardona de Brest, qui est la plus grosse erreur. Et ce qui était compliqué dans ce match, c'est que à l'inverse, l'Arseneur en face avait fait un match dantesque. Ok pour Lafont et pour le point de vue un peu technique. Mais toi, Elliot, depuis les tribunes, est-ce que toi tu as ressenti cette fébrilité? Comment tu as vu l'évolution de Lafont lors de la saison? Alors, pour pas mentir, en début de saison, déjà, on attendait Lafont comme la grosse recrue en fait du FC Nantes. On nous l'a un peu vendu comme la super recrue, le gros coup.
en début de saison, il nous a rendu un peu fébrile suite au match contre Lille et Amiens. Mais il y a eu, c'est vrai, comme le disait Thomas tout à l'heure, ces 2 super matchs surtout contre Lyon et Rennes. En fait, on avait l'impression d'avoir vraiment un gardien irrégulier, capable du meilleur comme du pire. En fait, je pense qu'on a été un peu déçus par le fait qu'on nous l'ait vachement vendu comme un super gardien, peut-être un des meilleurs gardiens futurs meilleurs gardiens de Ligue 1. On attend plus d'un joueur comme lui, surtout qu'on a une option d'achat en plus assez élevée, donc de 7 ou 8 millions d'euros à la fin de l'année, qu'on va peut-être lever. À ce prix-là, pour un club comme Nantes, on attend beaucoup plus de lui. Donc je pense qu'il va être attendu au tournant l'année prochaine pour faire une bien meilleure saison, on va dire. Ok, donc on a senti cette fébrilité. Et cette option d'achat, c'est à la Fiorentina? C'est ça. Alors, Lafont a été prêté 2 ans l'été dernier avec option d'achat, donc il faudra reconfirmer, mais c'est entre 7 et 8 millions d'euros. Option d'achat non obligatoire. Et donc, au vu de la valeur du joueur, on trouve que 7-8 millions, enfin à son arrivée, on trouvait que ça pouvait être une bonne affaire. Maintenant, si le club devait lever cette option d'achat, il faudrait, je pense, que Lafont hausse son niveau de jeu, on va dire. Ok, et juste pour finir cette rétrospective, donc on a évoqué les mauvais matchs, si on évoque les bons matchs, donc à Rennes, c'est un penalty arrêté. Alors à Rennes, il y a les 2 matchs, parce que même le match retour, qui c'est avec le scénario un peu fou où Rennes met 2 buts en fin de match, totalité du match, avant ces 2 buts-là, il a fait un match plutôt correct, Alban. Et il y a plusieurs matchs où il a été bon comme ça, et en fait, il n'a pas été récompensé, même je pense au match au Parc des Princes, où il sort un très bon match, et finalement, il se saborde un peu avec Nicolas Palois en fin de match. Je pense qu'il aurait pu nous faire une mauvaise relance du pied gauche. Ouais, voilà. Après, il n'a pas été non plus aidé par son équipe, parce que en fait, le FC Nantes, il faut savoir qu'il y a eu des matchs où l'équipe était totalement absente, et Lafont, justement, est ressorti comme le meilleur joueur entre guillemets de l'équipe, mais c'est passé, il n'a pas rapporté de points au final, parce que quand on a 10 joueurs sur le terrain qui font pas non plus grand chose pour remporter des points, et le gardien peut pas non plus sauver les meubles à lui tout seul. Donc faut pas non plus occulter ce point-là du FC Nantes. Et puis il y a le match à Lyon, on pourra même en reparler tout à l'heure sur le premier débat qu'on va lancer. Merci messieurs pour cette petite rétrospective de la saison passée. Maintenant, il est temps de plonger dans la saison à venir. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et pour plonger sereinement dans cette saison, nous faisons tout d'abord une revue d'effectifs des Canaries, et c'est important au vu des récents changements au niveau des gardiens. Nous y reviendrons. Nous avons fin juillet Alban Lafont, 21 ans, comme numéro 1. Denis Petric, 32 ans, comme numéro 2, le Slovène. Et vraisemblablement Charlie Jeanne, 21 ans, comme numéro 3, ancien gardien de Pontivy. Et à l'entraînement, nous gardons le tandem Willy Grondin, Christian Gourcuff pour assurer la continuité. Nous allons, donc du coup, alors juste avant de commencer le débat, on va revenir sur la situation contractuelle, mais on a donc un gardien, Alban Lafont, comme tu l'as dit, qui est engagé au club jusqu'en 2021, en tout cas en prêt, et 2 autres gardiens qui sont engagés en 2022. Alors, le premier débat qu'on va lancer, et on se la pose en fait depuis le début de la carrière de Lafont, c'est un petit peu le Donnarumma français, en tout cas c'était toute proportion gardée de la taille des clubs dans lesquels ils ont évolué. Mais on peut se demander, est-ce que Lafont peut intégrer le top 5 de Ligue 1? Toi, Thomas, qu'est-ce que tu en penses par rapport au profil de Lafont? Déjà, il faudrait qu'il gagne en régularité pour intégrer top 5, hein, parce que pour intégrer top 5, il faut être bon tous les matchs, c'est pas un match tous les 3, quoi. Moi, et aussi, il y a un problème chez lui, c'est au niveau mental, je trouve, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs, en fait, qui sont liées à ses prises de décision, et c'est la gestion de ses émotions, en fait. Tout à l'heure, donc, on a parlé du placement, etc. Donc souvent, c'est des mauvaises décisions qu'il prend dans des matchs où il n'est pas souvent sollicité. Donc ça, je pense que c'est un aspect à soulever, parce que c'est un problème de concentration. Il est peut-être plus facilement déconcerté par le match lorsqu'il n'est pas souvent sollicité. Alors que les matchs qu'on a dit tout à l'heure, qu'on a évoqué, Rennes, Lyon, où il est souvent sollicité, là, ces erreurs-là, il ne les fait pas trop. Même si contre Rennes, il fait une erreur. Donc au match aller, je parle.
où il provoque le penalty sur une mauvaise gestion de la profondeur, où il provoque le penalty. Donc, après, il se rattrape bien en arrêtant Swin Yang. Donc, il y a beaucoup de problèmes dans la gestion de la profondeur, du placement. La problème de timing dans ses sorties là. Pourtant, c'est assez bizarre parce que sur l'arrêt contre 1, il est plutôt bon sur ces situations-là. En plus, c'est un gardien qui est souvent il anticipe vachement sur ces situations-là. C'est rare, il maîtrise pas la sortie en T ou en croix. Et vraiment, il est souvent on dirait les fesses par terre, hein, je vais le dire, sur ces situations-là. Alors Et, ça, justement, j'abonde dans ton sens. Même quand il réussit ses arrêts, il est souvent sur les appuis arrière. ouais, c'est ça. Ouais. Si on regarde les appuis, typiquement les arrêts qu'il fait à Lyon en 1 contre 1 face à Memphis, à chaque fois, il est sur l'arrière et puis il balance son pied droit pour faire l'arrêt. C'est-à-dire que jamais il est en avant. Il avance jamais trop sur le ballon. En fait, à chaque fois, il est toujours sur le reculoir quand il fait son arrêt. Et vu qu'il a des grandes jambes, il s'en sert pour, vu qu'il fait quand même 1m93, il s'en sert pour sortir la balle. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a beaucoup de choses à améliorer chez lui. Mais c'est face à Angers, le match aller, où il arrête plusieurs face-à-face comme ça, face à Fujini et Alioui, il me semble. Mais pareil, hein, il est vraiment déjà par terre en fait avant la frappe. Après, moi, si tu veux, tu me dis, il doit intégrer un top 5 de Ligue 1. Donc top 5 de Ligue 1, c'est éventuellement jouer la Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe, si t'es déjà par terre, les attaquants en face, hein, c'est pas Koulibaly. Hein. Donc, allez, il l'a placé. Ça va rentrer. Non, mais ça va rentrer parce que les joueurs vont regarder, ils vont plus observer la position du gardien. Donc ça, c'est un aspect à améliorer. Et il y a un autre aspect à améliorer chez lui. Alors que là, franchement, j'ai vu régresser cette saison, c'est le jeu au pied. Ah là là, mais c'est pas possible. Franchement, en début de saison, tu le voyais, tu sentais qu'il était pas à l'aise. Hein. Mais il faisait l'effort, il réfléchissait, comment je relance, je m'applique, etc. Et je pense qu'il y a un peu, on va dire, noté un changement à partir du match face à Saint-Etienne. Donc, c'est un match à la Beaujoire où il est souvent en fait contré parce il prend la décision assez tardivement pour dégager le ballon et il se fait peur, même des frayeurs à la Beaujoire où il se fait contrer. Heureusement que le ballon n'est pas cadré. Il y a plusieurs matchs comme ça. Et donc, sur la deuxième partie de saison, il n'y a plus de réflexion. C'est dès qu'il y a un pressing d'amorcer, même si le joueur est à 2-3 mètres, il va balancer le ballon, il ne cherche pas, alors que tu peux relancer en te plaçant mieux, en ton corps, pour faire une relance plus courte. En plus, que Gourcuff veut, tu peux t'appuyer sur un mec comme Giroto, qui a une très bonne relance. Donc, jouer courte, pas jouer forcément million sur les latéraux, parce que c'est vrai que les latéraux, en deuxième partie de saison, à Nantes, c'était un problème. Avec Traoré et Apia, donc les contrôles, c'était compliqué pour eux. Mais le jeu million, c'est vrai que c'était un peu plus long, mais le jeu court, il pouvait le faire avec une meilleure orientation. Et là, j'ai été très déçu parce qu'il a régressé au pied. Et ça, quand tu vas intégrer top 5, il faut être complet. Et le pied, je suis désolé, mais il faut être bon. Ouais. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, Elliot, sur cet aspect-là, mais le jeu au pied, moi, comme tu le dis, alors après, il a un peu, on va dire, copié Nicolas Palois sur la deuxième partie de saison. Dès qu'il y avait le ballon, il l'a dégagé un peu n'importe comment. Après, moi, je pense il a suivi un peu la dynamique de l'équipe. Il a essayé de s'appliquer en début de saison. Après, tout le monde s'est un peu relâché et je pense qu'il se posait plus trop ces questions-là. Et il dégageait comme il pouvait. Peut-être qu'il avait peur, comme tu dis, suite à ces erreurs-là. Il était peut-être plus en confiance aussi. Après, je pense que là, il va pouvoir reprendre confiance peut-être dans une atmosphère plus saine en pré-saison. Et je pense que c'est quelque chose qui peut changer aussi. Ils vont travailler ça, je pense, avec Christian Gourcuff et Willy Grondin. Donc, on verra si c'est un axe de progression, en tout cas, c'est sûr. Ah, largement, c'est indéniable. On est d'accord. Néanmoins, alors si on peut contrebalancer un peu ce que vous dites, il a quand même le côté infranchissable dans certains matchs. Voilà, aller gagner 1-0 à Lyon de manière assez improbable. En plus, le but contre son camp de Marsal était assez exceptionnel. Du coup, il y a quand même ce côté où on se dit, c'est un gardien qui fait gagner des points. Mais aussi, c'est facilité par ses qualités explosives. Là, c'est sur sa ligne, il est très très fort. Pour un gardien de son envergure, c'est assez rare. Il n'y a pas beaucoup de gardiens qui sont aussi explosifs que lui, même en Ligue 1. Moi, je rappelle d'un arrêt. Donc, c'est un match à la Beaujoire face à Dijon en fin de match, où c'est une tête ou un rebond juste devant lui. Ça fusait un peu la pelouse. Il fait un arrêt magnifique. Il s'étend sur sa gauche, un arrêt réflexe. Et tous les réflexes
qu'il a fait cette saison, c'était assez exceptionnel, c'était sur sa ligne. Donc tu parlais du match de Lyon, Nico. Il y a le match, donc en première mi-temps, il y a une tête d'Aouar sur un centre. Il me semble. Ouais, donc il arrête main gauche, il me semble, ou main droite, je sais plus. Mais à bout portant, il a un super réflexe. Mais là, tu as vu ses qualités sur sa ligne. Qualité, parce que là, en plus, c'est assez bizarre. Quand tout à l'heure, on a évoqué ses problèmes d'appui sur les phases fermées, d'angle fermé. Là, sur ces situations-là, sur sa ligne, les appuis, ils sont bons, quoi. Alors, Coco, pourquoi tu le fais pas tout le temps? C'est ça que je comprends. Ça, je comprends pas. Après, je pense que c'est un problème de concentration, mais là, tu vois vraiment ses qualités naturelles, on va dire, et qui continue de progresser. Et ça, ses qualités sur sa ligne, ça a été une constante tout au long de la saison. Et ça, c'est un point positif, parce là, j'ai beaucoup parlé de ses défauts, mais franchement, tu vois, tu sens qu'il y a quelque chose à tirer de chez Lafont. Donc, c'est pour ça, peut-être que je suis un peu dur avec lui, parce que je me dis, il peut faire mieux. Encore, ce sera un gardien, je n'attendrai rien du tout. Je dirais, il peut pas faire mieux. Lafont peut faire mieux. Tout à fait. Ensuite, en tout cas, très bien sur Lafont, on a compris ses qualités et ses défauts. Passons maintenant au deuxième débat. Et en préambule de ce débat, on va rappeler, on va dire, la valse des gardiens à Nantes qui a eu presque depuis le début de la saison, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé vu que Lafont a eu beaucoup de hauts et de bas. Il faut rappeler qu'en cours de saison, Nantes a changé un peu leur numéro 2 et numéro 3. Alexandre Oliero, qui était numéro 2, est passé numéro 3 pour favoriser Denis Petric, qui avait d'ailleurs fait un bon match face au PSG à la Beaujoire. Et donc, cette valse a continué à l'intersaison avec Alexandre Oliero, Maxime Dupé et Quentin Bratt, les Nantais, donc, qui ont perdu 3 espoirs au poste de gardien de but, en partant respectivement pour Pau, Toulouse et Niort. La question, elle est assez simple, Elliot. N'y avait-il pas ou n'y aurait-il pas un problème avec les dirigeants et le staff à propos des gardiens de but? Alors, déjà, le problème, je pense, je l'ai déjà un petit peu évoqué, c'est qu'il y avait beaucoup trop de gardiens sous contrat pro cet été. Ils étaient 7 au début de la saison. Donc, tu avais Lafont, prêté par la Fiorentina, Maxime Dupé, qui revenait de près de Clermont, Quentin Bratt, qui venait de près de Niort, Alexandre Oliero, donc, qui venait de perdre sa place de numéro 2, Denis Petric, qui est arrivé libre. J'en oublie peut-être. Il y avait Adem Uzajnovic, bien sûr, un petit jeune qui venait de signer son contrat pro, et donc et Charlie Jeanne. Et Charlie Jean, oui, voilà, qui venait d'arriver de. Jean, ça se dit Jean? Oui, c'est Charlie Jean. Pardon. Et donc oui, déjà le problème c'est qu'ils étaient beaucoup trop. Sur ces 7 gardiens, tu en as 4 qui sont formés au club, donc Bratt, Oliero, Dupé, Uzajnovic. Force est de constater qu'il n'y a que Dupé qui a eu sa chance. Il a été barré d'abord par Ryu, parce que Dupé a été très longtemps numéro 2, mais il a quand même 45 matchs de Ligue 1, Maxime Dupé. Il a eu sa chance avec Conceição, un petit peu avec Vaïd sur la fin, parce que Tatarusanu avait des problèmes de dos. Mais sinon, Quentin Bratt avait 21 ans, il n'avait pas la moindre apparition avec le FC Nantes. Oliero a eu quelques petits matchs, mais n'a jamais vraiment eu sa chance non plus. Moi, je pense que c'est des joueurs qui auraient dû être prêtés peut-être plus tôt pour acquérir plus d'expérience, pour progresser. Ils ont été très longtemps, je prends les cas de Oliero et Bratt, derrière Dupé, à jouer avec la réserve, et je pense qu'au final, on a un peu cassé leur potentiel à faire ça. On aurait dû les prêter plus tôt en Ligue 2. Ils sont tous les deux passés par Niort. Oliero a fait une saison complète à Niort qui a été très bonne. Il a été élu, il me semble, meilleur gardien de Ligue 2. Et au final, il sort de Nantes avec un seul match de Ligue 1 et 3 matchs de coupe au total. Donc moi je trouve que c'est dommage. Donc oui, je pense que ça a été mal géré pour la situation de ces jeunes gardiens qui n'ont jamais eu leur chance en fait avec leur club formateur. Et donc j'espère qu'ils vont réussir à se relancer. Donc Oliero prêté bien sûr à Pau, et surtout pour Quentin Bratt qui lui du coup part de son club sans jamais avoir porté le maillot, quoi, à part avec la réserve. Ouais. Et en fait, le seul qui a vraiment sa chance, c'est Dupé. Et Dupé, quand il l'a eu, on peut pas dire qu'il est vraiment saisi. Alors, moi, je suis pas extrêmement d'accord. Moi, je pense que Dupé, en fait, a bien commencé. Ses premiers matchs, ça allait. Avec Conceição, tu parles? Avec Conceição, mais surtout avant, quand il a eu sa chance avec Derzakarian, il m'a convaincu. Oui, après Zelazny, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, quand il a pris la place de Zelazny, justement,
en doublure de Ryu. Moi, je trouvais intéressant. Avec Conceição, ça allait. C'est surtout avec Vaïd. En fait, il sortait... quand Ranieri est arrivé, il a complètement perdu sa place de numéro 1 avec Conceição. Je pense que ça a foutu un peu le moral dans les chaussettes, l'arrivée de Tatarusanu. Et le comparatif avec Tatarusanu, c'était peut-être... c'était un gardien d'un autre niveau quand même. Oui. Et je pense que le fait de ne jamais vraiment avoir eu sa place de numéro 1, il a un peu perdu confiance en lui. Et puis après, il y a eu 2-3 boulettes qui l'ont complètement enfoncé. Il avait perdu la confiance des supporters. Moi, je pense que c'est un bon gardien. On a vu, il a fait une bonne saison à Clermont. Après, peut-être qu'il n'avait pas forcément le niveau pour être gardien dans un club comme Nantes. Mais je pense que c'est un gardien qui a le niveau pour jouer à Toulouse, par exemple. Je pense qu'il fera ses preuves. Bon, après Toulouse, c'est vrai que là, il y aura peut-être plus la possibilité de se mettre en valeur. Il y aura plus d'actions à faire. Mais ouais, non, mais après, moi, Dupé, c'est vrai que c'est les matchs, tu parlais sous Vaïd, où vraiment, là, c'est pas question de ses qualités. Parce que jouer au pied, par exemple, il est largement au-dessus de la fond. Mais moi, c'est son attitude généralement sur les buts qu'il encaissait. Ouais. C'était bon, je baisse les bras. Tu fasses des erreurs, ça arrive, mais au moins lève la tête et remets-toi dans ton match. Une erreur, ça arrive à tous les gardiens. Bon, le problème, quand t'es gardien, tu fais une erreur, ça se voit plus facilement qu'un attaquant qui a 36 occasions. Je citerai pas de nom, mais en général, c'est Dupé. Clermont, il a vraiment été bon. On peut le dire, la saison dernière en Auvergne. Après, je pense que peut-être un manque de confiance qu'il n'avait pas à Nantes et le mieux pour lui c'était de partir, mais en tout cas à Nantes il n'a jamais ressenti cette légitimité en fait. En fait, ce qui est flagrant, moi ce qui m'a marqué avec Dupé, c'est qu'il avait un manque de confiance, mais quand Tatarusanu a commencé à avoir ses problèmes de dos, il est rentré en jeu à Saint-Etienne, il y avait 0-0 quand il est rentré en jeu, on en prend 3 et sur les 3 il est fautif, et moi je pense que ce gardien avait besoin d'autre chose. Avait besoin d'un poste de numéro 1, d'avoir la confiance de sa défense, de ses supporters. Je pense qu'il va se relancer. Je pense qu'on le reverra en Ligue 1, Maxime Dupé, dans quelques années. Bon, pas avec Toulouse, je pense. Pour résumer, il y a un sujet de savoir-être du gardien. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas souligné. À l'inverse, Alban Lafont est quand même très calme, ce qui permet en fait de dégager de la maturité. Alors, je voulais revenir quand même sur la situation contractuelle. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le slide. Donc, on a fait un grand ménage à Nantes, mais en tout cas, de mon point de vue, on a encore 3 gardiens qui sont sous contrat encore pour maximum 2 ans. Donc 2021 pour Lafont, 2022 pour Pétris et Jean. Pensez-vous que les discussions de prolongation ou d'achat peuvent polluer le club cette année ? Dans un premier temps, je pense pas. Après, ça va peut-être à voir sur la deuxième partie de saison pour Alban Lafont. Au bout d'un moment, je pense qu'il va vouloir savoir s'il reste ou s'il reste pas, et ça pourra peut-être avoir une influence sur son implication, on va dire, Alban. Pour ce qui est de Denis Petric, le contrat de 2 ans est à peu près normal, j'ai envie de dire, puisqu'il a un âge assez avancé, 32 ans. Il a prolongé d'1 an, je pense qu'il n'ira pas plus loin que ça. Charlie Jean, il a signé l'année dernière, il n'a toujours pas une seule apparition chez les professionnels, il a encore ses preuves à faire. Je pense que c'est aussi normal qu'il soit sous contrat jusqu'en 2022. En fait, tout va être à peu près sacralisé, je pense, sur l'achat ou non d'Alban Lafont, parce que ça a quand même un prix, 7-8 millions d'euros pour un club comme Nantes. Et j'espère pour lui qu'il aura la réponse qu'il aura à peu près officieusement la réponse dans le début d'année prochaine, puisque c'est vrai que il sait qu'il ne reste pas au club, peut-être qu'il va être moins impliqué dans les performances du FC Nantes. Ouais. 7-8 millions, c'est ce qu'a déboursé Angers pour Bernardoni, si je ne m'abuse. C'est ce qu'a déboursé Angers pour Bernardoni, oui. À Nantes, on a déjà acheté Libombé pour 8 millions, par exemple. Ludovic Blas, c'était entre 8 et 10 millions aussi. Donc, on est capable d'acheter des joueurs à ce prix-là, mais c'est vrai que c'est un sacré coup quand même pour un club comme Nantes. Le problème, c'est qu'il faut vendre avant. Et la gestion des contrats, tout à l'heure, Nico, tu parlais des gardiens. Bon, il n'y a pas que les gardiens, le problème des gestions de contrats. Malheureusement, il n'y avait que ça. Oui, voilà, c'est pas le problème principal, on va dire. C'est l'un des problèmes parmi tant d'autres. Mais Lafont, c'est vrai que sa deuxième partie de saison, surtout, ça va être un enjeu, même au niveau de ses performances. Est-ce que s'il est bon, ça va être peut-être plus facile de mettre le budget, la somme demandée par la Fiorentina de l'option d'achat? Et s'il est pas bon, est-ce que tu fais quoi? Tu préfères mettre de l'argent sur un gardien un peu moins, on va dire peut-être jeune, qui coûte 3-4 millions,
que prendre un mec de 8 millions, tu sais pas trop. Après, je pense que Kita va s'aligner sur les 8 millions d'euros parce que Lafont, c'est un jeune à potentiel. Donc, dit potentiel, dit potentiel de revente. Mais c'est sûr que c'est un joueur qui a la cote. C'est un joueur qui a la cote. Et 8 millions, s'il fait une saison correcte, voire bonne, c'est pas cher. Et tu peux le revendre dans un an beaucoup plus cher que ça, même s'il ne fait que des saisons correctes, on va dire, parce que dans 2 ans, il n'a que 23 ans. Donc, il a encore le temps de progresser, on va dire. Donc, je pense qu'il y a de bonnes chances quand même que Valdemar Kita se décide de lever l'option d'achat, s'il est satisfaisant. Ok, bah super sur sur la partie contractuelle du FC Nantes. Et puis on va continuer d'ailleurs dans cette veine avec la question qu'on se pose pour tous les clubs, parce qu'un gardien, c'est aussi sa relation avec sa défense. Quelle sera la défense titulaire des jaunes et verts la saison prochaine? On reste sur la même ou il y a quelques changements? Alors, titulaire, normalement, en défense centrale, en tout cas, ça n'est pas amené vraiment à bouger. Il y a Jean-Charles Castelletto qui est arrivé libre de Brest. Donc, c'est une assez bonne recrue parce qu'on n'a rien payé. Il arrive en début de saison pour faire la rotation derrière Palois et Girotto. Si un des deux est déficient, si il y a un problème d'indisponibilité, il sera là pour pallier et ce sera toujours mieux que Mola Wagué qui a été acheté l'année dernière à Charleroi, il me semble. Non, en Turquie, je crois. À l'Udinese. Udinese, oui. Charleroi, c'est Benavente. Voilà, c'est ça. Et donc, au niveau de la défense centrale, on reste sur les mêmes joueurs. Côté droit, ça sera toujours normalement Fabio et Apia, ça ne bouge pas. Le FC Nantes cherche un défenseur gauche, ce qui est normal quand on voit les prestations de Charles Traoré cette année. C'était un peu on va dire le boulet de cette équipe. Hein. Je suis désolé pour lui, mais il a vraiment fait une saison exécrable. Et donc, au niveau de la défense, ça ne devrait pas trop bouger, à part donc ce côté gauche. Et il y a toujours Fabio à gauche, non? Où il est parti? Fabio, il s'est fait une grosse blessure contre Monaco. Il me semble une grosse blessure au genou. Et il va revenir. Donc, ça sera Fabio. Alors, Fabio a la particularité de pouvoir jouer des deux côtés. Donc, c'est assez intéressant. Mais son côté préférentiel est quand même le côté droit. Donc, c'est pour ça qu'on cherche un défenseur gauche pour avoir un bon défenseur de Ligue 1 titulaire à ce poste-là. Dans le fameux 4-4-2 de Christian Gourcuff, si je ne m'abuse. Très bien. Et ben alors, merci pour ce petit update sur la défense. Maintenant, on va pouvoir conclure cet épisode avec la nouvelle tradition des clubs par club, celle de la main ferme. Le principe est simple, une tirade de 30 secondes chacun, sans débat, pour nous résumer de manière ferme comment vous voyez la saison du FCNA et celle de ses gardiens. On va commencer par toi, Elliot. Alors, donc, moi, je pense que le FC Nantes doit faire une meilleure saison que cette année et a les capacités de le faire. Je vois Nantes entre la 8e et la 10e place cette saison, avec capable de battre des grosses équipes comme de perdre contre des plus petites. Pour Alban Lafont, je le vois quand même s'affirmer dans cette équipe, faire une saison peut-être un cran au-dessus et j'espère qu'il gagnera en régularité. Et je pense que ses performances pourront aider Nantes à améliorer ce classement et à viser peut-être ce top 10 cette année. Très bien. À toi, Thomas. Alors moi, je vais dire Nantes va finir 11e. Comme d'habitude, ça va être enflammade en début de saison et puis après, la deuxième partie de saison, on va être vite déçus. Pour Alban Lafont, moi j'espère qu'il va intégrer le top 8 des gardiens parce que pour moi l'année dernière il était même pas dans le top 10. Il y avait au moins 10 meilleurs gardiens meilleurs que lui la saison passée en Ligue 1. J'espère qu'il va s'affirmer et prendre un peu plus d'épaisseur, notamment au niveau du comportement sur le terrain, pas trop s'écraser par exemple devant un Palois. Donc je veux qu'il fasse ça et je veux surtout, alors s'il vous plaît, Willy Grondin et Christian Gourcuff, dites-lui d'améliorer son jeu au pied. Parce que s'il veut espérer répondre entre guillemets aux attentes et même jouer les JO, parce qu'il y aura les 2021 aux JO à Tokyo, Bernardoni il a droit à une dérogation pour jouer ces JO comme les JO ont décalés d'un an. Donc de la concurrence de Bernardoni. Donc s'il n'est pas performant, Bernardoni je pense que sera gardien aux JO. Et attention à Lafont aussi de gagner en régularité et de ne pas rester un gardien au potentiel seulement. Il ne doit pas rester l'éternel espoir. Et cette saison est déterminante pour savoir est-ce qu'il peut être un bon gardien et un futur pour l'équipe de France en général, on va dire, ou c'est l'éternel espoir et à chaque fois on est déçu. Donc attention.
Très bien. Et on retiendra que Thomas, c'est un peu comme la VAR, les 30 secondes d'arrêt de jeu se transforment en 2 minutes. Non. C'était le 3e épisode du Club par Club de Ligue 1 de Radio Mans Opposé. Merci Thomas, merci Elliot pour cette émission. Merci Nico, merci Elliot. Plaisir. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir des Canaries qui s'annonce animée, et même à aimer l'épisode s'il vous a plu. Cela nous aide dans le développement de Radio Mans Opposé. Pensez également à écouter les 2 premiers épisodes riches sur le Racing et les Verts, et à suivre la sortie des prochains épisodes en vous abonnant à la chaîne ou à la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cette émission. Merci de nous avoir suivis, et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher main opposée. Salut! Salut!